Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho. C'est la première de l'année, l'occasion de faire un bilan de la situation économique en 2014 et de brosser quelques perspectives pour l'année 2015. Croissance, emploi, baisse des prix, contre-choc pétrolier. On en parle avec Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Merci d'être avec nous. Alors, 2015, comment voir la croissance globale? On regarde les chiffres FMI, on en est à un taux de 3,3% en 2014, 3,8% en 2015. Patrick Artus, l'OCDE a également revu à la baisse ses perspectives de croissance mondiale. Alors finalement, la reprise mondiale s'essouffle-t-elle en 2015, Patrick? Même ces chiffres-là sont bien trop optimistes. Il faut se rendre compte aujourd'hui que nous sortons de 10 ans où toutes les régions du monde étaient en même temps en croissance. Entre 2002 et 2008, partout, il y a eu de la croissance de façon simultanée. Que ceci ne s'était jamais produit avant et que ceci ne se produit plus aujourd'hui. Quand on regarde les grandes régions du monde aujourd'hui, quelles régions voit-on en croissance? En réalité, croissance solide. Les États-Unis? Oui, plus 2,2% en 2014 et 3,1% en 2015, d'après les chiffres du FMI. Sont-ils sortis d'affaires, les États-Unis? On parlera du pétrole après, qui est un gros problème pour les États-Unis. Mais fondamentalement, il y a une vraie reprise avec la compétitivité, le redémarrage de l'industrie, le démarrage de beaucoup d'industries comme l'automobile, comme l'aéronautique. Donc c'est une reprise qui paraît solide. Royaume-Uni, c'est une reprise un peu plus bancale qui est plutôt basée sur la reprise immobilière. Et puis après, il faut quand même regarder que les grands émergents vont pas bien. Le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, que la Russie est dans une situation totalement catastrophique, que la Chine ralentit beaucoup plus que ce que les chiffres du PIB disent ou semblent dire. Donc à 6-7%, la Chine, pour vous, c'est un ralentissement. Oui, mais toute l'industrie chinoise qui tirait la croissance chinoise est à zéro de croissance, alors qu'elle était à 15% de croissance jusqu'en 2010. Donc il y a un énorme ralentissement en Chine. Et bien sûr, ceci est largement derrière ce qui se passe sur le marché du pétrole. Alors, marché du pétrole, justement, on peut s'attendre à un contre-choc pétrolier, c'est-à-dire vraiment une baisse des prix significatifs du pétrole en 2015. Et quel impact ça va? Alors on l'a, bien sûr, on a une baisse considérable des prix. Le prix a baissé de 45% en dollars, c'est colossal. Faut se rappeler qu'il y a... On est à $60 le baril à peu près. On est autour de $60. On était à $115 au début de 2014. Donc pendant l'année 2014, on a eu cette chute de presque moitié du prix du pétrole. Il faut, bien entendu, à la marge, ceci est bon pour l'économie mondiale, mais il faut rappeler qu'essentiellement, ça fait des gagnants et des perdants. Alors qui sont les gagnants et qui sont les perdants? Il ne faut pas oublier que si nous payons moins cher notre pétrole, ceux qui nous vendent du pétrole ont aussi moins de revenus. Il ne faut pas oublier que si c'est un effet positif sur l'économie mondiale, c'est parce que les pays producteurs de pétrole épargnent plus que nous. Mais c'est un effet du second ordre. Donc au premier ordre, ça fait des gagnants. Grands gagnants, les consommateurs de pétrole et de gaz, parce que le gaz est largement indexé sur le pétrole, qui ne sont pas eux-mêmes des producteurs. Donc l'Europe, la zone euro, pas le Royaume-Uni qui est producteur, le Japon, l'Inde, la Chine, la Turquie, voilà. Et perdant, les pays dont les économies sont liées au pétrole, bien sûr l'OPEP, la Russie, le Kazakhstan, et le Canada, l'Australie, dans une certaine mesure, le Brésil, le Mexique et les États-Unis. Et les États-Unis, ça peut avoir un impact important sur les États-Unis. Pas vraiment perdant, mais les États-Unis ne sont pas gagnants, parce que le consommateur américain, évidemment, gagne puisqu'il va payer beaucoup moins cher son énergie et ses carburants. Mais il ne faut pas oublier qu'un des moteurs de la croissance américaine, c'était l'industrie de l'énergie, avec le gaz de schiste, mais qui n'était plus la chose la plus dynamique, avec tous les pétroles non conventionnels, et qu'au prix de la fin de l'année 2014, plus personne n'investit dans du pétrole non conventionnel aux États-Unis ou au Canada ou dans l'Arctique ou dans le nord de la Sibérie, dans les endroits compliqués. Donc c'est quoi? C'est un modèle économique qui s'effondre? C'est le modèle d'indépendance pétrolière des États-Unis et gazière. Gazière, ils l'ont déjà, l'indépendance. Mais c'est le modèle d'indépendance pétrolière des États-Unis avec le pétrole de schiste, basé sur la production des pétroles, appelons ça de schiste, des pétroles non conventionnels, qui est extrêmement menacé. Puisque, certes, on va continuer à produire ce qui est déjà en production, mais on ne peut plus faire d'investissements nouveaux dans ce secteur parce que les prix sont trop bas. Donc, les Américains n'aboutiront pas à l'indépendance pétrolière qu'ils voulaient avoir dans quelques années. Et donc, ils vont rester dépendants des pétroles du Moyen-Orient, ce qui est très différent de ce qu'on imaginait avant que le prix du pétrole baisse. Et l'impact sur la croissance américaine pourrait être aussi significatif? Il va être très légèrement positif, mais à peine positif, puisqu'à nouveau, on va reperdre dans le secteur énergétique ce que gagnent les consommateurs. Aux États-Unis, c'est plutôt un gros transfert du secteur énergétique qui est perdant vers le consommateur américain qui est gagnant. Sur la zone euro, en revanche,
La zone euro, impact positif en tout cas de cette baisse du prix du pétrole. Très positif, sans doute. Impact positif de la baisse de l'euro aussi. Alors est-ce qu'elle sera pérenne en 2015, cette baisse de l'euro? On a eu une baisse de 15% à peu près en 2015. Pas tant que ça, 1,40 à 1,24 quoi. Enfin, quelque chose comme 12-13% de baisse de l'euro en 2014. Il ne faut jamais faire de prévision de change parce qu'on se trompe tout le temps, mais on s'attend quand même à ce que l'euro s'affaiblisse un peu parce qu'on aura une politique monétaire plus expansionniste, que la Réserve fédérale va monter un petit peu ses taux d'intérêt, il va commencer à les monter. Et que, voilà, mais ce n'est pas forcément une grosse dépréciation. Mais vous avez raison de dire que l'Europe va sauver 2015, probablement, avec la conjonction de la baisse du prix du pétrole, de la baisse de l'euro, de taux d'intérêt incroyablement bas. Et puis, deux pays qui se redressent, comme l'Espagne, par exemple, où il y a une croissance économique assez vigoureuse, qui vient de la bonne compétitivité, du redémarrage des investissements. Donc, ça ne va pas être une année catastrophique pour la zone euro. Alors, on parle du risque de déflation 2015 Alors, dans la zone euro. Donc, ça veut dire une baisse des prix généralisée, la déflation. On ne peut pas tout avoir. On va avoir plus de croissance que ce qu'on attendait, sans doute un peu plus de 1% de croissance, mais on va avoir, d'ailleurs la BCE l'a dit au mois de décembre de 2014, une inflation au moins pendant le début de l'année négative, ce qui évidemment met une pression supplémentaire sur la Banque Centrale Européenne pour qu'elle intervienne pour redresser l'inflation. Donc il y aura évidemment une politique monétaire ultra expansionniste dans la zone euro toute l'année 2015, qui va évidemment aussi soutenir la demande. Donc on a des facteurs qui comme évitent une situation économique trop mauvaise. Donc la déflation, vous n'y croyez pas tout à fait? C'est pas vraiment de la déflation. La déflation, c'est une situation où l'inflation devient tellement basse que les taux d'intérêt peuvent plus suivre. Donc on paye des taux d'intérêt trop chers. C'est une baisse généralisée des prix. Mais là, on a l'inflation a baissé, mais les taux d'intérêt ont baissé au moins autant que l'inflation. Donc c'est pas de la déflation, c'est de la croissance faible sans aucune inflation. Mais on peut vraiment pas appeler ça de la déflation. Parce que déflation, ça veut dire baisse des prix, baisse des salaires. Oui, mais qui viennent d'une situation où les taux d'intérêt ne peuvent plus suivre l'inflation quand l'inflation devient très faible. Regardez, les taux d'intérêt sont incroyablement bas dans la zone euro. Donc on n'est pas dans une déflation. On est dans une situation d'inflation nulle. Y a-t-il un risque d'éclatement de la zone euro? On en reparle avec justement ce qui se produit en Grèce, avec les risques politiques, avec, oui. Avec la Russie, il y a un l'Ukraine. Il y a un risque. Il faut regarder fondamentalement que dans le monde entier, les marchés financiers ont décidé pour l'instant de ne pas s'intéresser aux risques politiques. Donc on a eu la crise russe. On a l'impression qu'ils s'y intéressaient de plus en plus aux risques politiques. Mais enfin, ils ont largement oublié l'année dernière tout ce qui se passait en Ukraine. Ils ont comme largement oublié tout ce qui se passe en Syrie et en Irak. Alors on commence. Il y a une décorrélation alors. Oui, alors on commence à s'intéresser plus aux risques politiques en Europe, puisqu'on aura des élections en Grèce, au Portugal, en Espagne. Et ce qui est aussi très important pour la zone euro, au Royaume-Uni, où on va avoir des élections, d'où peut-être sortira un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, ce qui est pas rien. Et donc il y a un risque politique en Europe qui commence à être examiné. Ça reflète dans certains pays la fatigue absolue des opinions. Des années de réduction des déficits publics, des années de réduction des retraites, des années de déréglementation du marché du travail, avec quand même un facteur positif. Si vous regardez la dynamique, la Grèce, le Portugal, l'Espagne sont en croissance, mais sont en croissance à partir d'un niveau d'activité qui est incroyablement bas. Donc certes, il y a une croissance, mais l'opinion, pour l'instant, ne perçoit pas tellement que ces pays sont sortis de la crise, alors qu'ils sortent de la crise. Mais donc, il y a une fatigue de l'opinion, d'où une possibilité de changement de majorité politique et de refus de continuer les politiques d'austérité. Et ça, évidemment, on n'a pas encore mesuré... D'abord, si ça va se produire ou la portée de ce que ça aurait. Et ça, évidemment, ça peut changer assez fortement la perception des marchés financiers sur l'Europe dans le reste de cette année. Donc peut-être risque systémique sur l'euro, ce serait une possibilité. Enfin... Oui, non, il ne faut pas aller à ce point-là, mais peut-être un peu plus de valorisation du risque. Voir qu'en 2014, c'est l'année où le prix du risque a disparu. Donc on achetait les actifs les plus risqués sans la moindre prime de risque. Peut-être qu'en 2015, on va retrouver un peu de prix du risque, ce qui d'ailleurs n'est pas normalement mauvais. C'est quand même pas normalement très efficace de n'être pas rémunéré quand on prend du risque. Alors, Manuel Valls, la France, Manuel Valls incarne-t-il un tournant réformiste et y va-t-il connaître un certain nombre de résultats à sa politique en 2015, Patrick ? Je crois que...
Et l'année dernière, j'écoutais Jacques Attali, qui prend, je crois, cette même position. Donc, je crois que, mais j'ai réfléchi à ça indépendamment de Jacques. Je crois que le vrai problème, c'est qu'il faudrait essayer de se disperser. La France est un pays où, assez facilement, en 3 minutes, on peut avoir fait une liste de 300 réformes nécessaires. Parce qu'en gros, tout est à réformer. Hein, donc, ça faisait partie d'ailleurs de la commission Attali. Oui, donc ça fait. Mais oui, on peut tout réformer. Simplement, on n'arrive jamais à tout réformer parce que chaque réforme fait un perdant. Il faut me rappeler ça. Chaque réforme fait un perdant. Il n'y a pas de réforme qui ne font que des gagnants. Donc, si vous avez 200 réformes, vous avez 200 lobbies. Et effectivement, la probabilité que vous arriviez à rien. Donc, je crois qu'il serait utile de réfléchir à se concentrer sur 2 ou 3 réformes absolument indispensables. Alors, lesquelles ? Je crois, la réforme du contrat de travail. Ce qu'essaie de faire Renzi en Italie. On a, à la fois pour des raisons d'économie et des raisons d'équité, la séparation entre des Français en CDI ultra protégés et des Français en CDD qui ont une durée moyenne du contrat de travail de 10 jours. C'est à la fois, ça fabrique des hausses trop rapides des salaires pour ceux qui sont protégés, à la fois, ça fabrique une inégalité incroyable sur le marché du travail, entre des gens qui passent tout le temps à Pôle emploi, plein de fois par an, et puis des gens qui sont extrêmement protégés. Donc il faut aller vers un contrat unique, il faut remettre sur la table le contrat de travail unique. Si vous faites que ça, vous allez faire des chômeurs, parce que les gens perdront leur emploi, ils ne retrouveront pas de travail. Donc il faut totalement refonder la formation professionnelle, qui est une catastrophe en France. Ça a commencé ou pas cette Non, ça n'a pas commencé. La réforme de la formation professionnelle ne touche pas au vrai sujet, qui est le contenu de la formation. Alors c'est bien de pouvoir porter les droits quand on change d'entreprise, quand on devient chômeur, mais le contenu de la formation, il y a plein d'études extrêmement convaincantes qui montrent que quelqu'un qui passe en France par le système de formation professionnelle n'augmente pas son employabilité. Ce qui est quand même épouvantable quand on dépense 32 milliards d'euros. C'est ça, elle coûte cher en plus. Et la troisième réforme, c'est la réforme de l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mettre au cœur de l'État le concept de productivité qui en est totalement absent. Aujourd'hui, les managers, si on peut dire ça dans l'État, ne sont pas promus ou rémunérés en fonction de la productivité. Ils sont promus en fonction de la taille de leur service, de leur ancienneté. Donc il faut mettre la productivité au centre de l'avancement des managers dans l'État. Réforme de l'État, réforme du marché du travail. Voilà les défis pour François Hollande et Manuel Valls en 2015. Merci Patrick Artus d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous sur France 24.